Bonjour, nous voici encore une fois de plus en ce jour à l'occasion d'une notion très célèbre en droit, une notion que l'on étudie probablement au tout début de nos études de droit, donc en première année de droit, la notion de personnalité juridique. En droit civil, c'est la notion que nous allons détailler aujourd'hui, mais pas totalement, puisque nous ne pourrions faire une vidéo totale sur la notion de personnalité juridique. Nous allons faire ces vidéos, sinon nous allons faire ce cours en plusieurs séquences. À présent, nous allons parler de la personnalité juridique jusqu'à la disparition de la personnalité juridique. Il faut noter que la personnalité juridique est le propre des personnes en droit, mais en droit, il existe deux catégories de personnes. Nous avons d'un côté les personnes physiques et de l'autre côté les personnes morales. Et si on peut définir la personne en droit, avant d'entrer dans la distinction personne physique, personne morale, il faut dire qu'en droit, une personne est un sujet de droit. Une personne est un sujet de droit. La conséquence est qu'elle a la personnalité juridique. Et la personnalité juridique elle-même est l'aptitude à avoir des droits, des devoirs et des obligations. Et la personnalité juridique est reconnue aux personnes. Et nous savons qu'en droit, nous avons deux catégories de personnes. D'un côté, les personnes physiques et de l'autre, les personnes morales. Mais nous sommes en train d'étudier les personnes physiques. Vous, moi, nous sommes des personnes physiques susceptibles de toucher, susceptibles de palpabilité. Alors, donc, la personne en droit, comme nous avons dit, est un sujet de droit. La conséquence est qu'elle a la personnalité juridique. La personnalité juridique elle-même est l'aptitude d'avoir des droits, des devoirs et des obligations. Plusieurs définitions sont données à la personnalité juridique, mais la plus traditionnelle, c'est celle-là: jouir des droits, avoir des devoirs et des obligations. Et d'ailleurs, je vous recommande en surplus à cette explication comme ouvrage afin que vous puissiez bien maîtriser la notion de personnalité juridique, l'ouvrage du professeur Gérard Cornu, Droit des personnes et de la famille, Droit civil des personnes et de la famille, Dalloz, l'ouvrage de Jean Carbonnier, Droit civil des personnes et de la famille, et de François Theuret, Droit civil des personnes et de la famille, qui sont des grands doctrinaires en la matière. Alors, il faut noter que la personne physique que nous sommes en train d'étudier, vous et moi, nous sommes des personnes physiques. La personne physique est sujet de droit, elle a une personnalité juridique. Donc, puisqu'elle est sujet de droit, on dit d'elle qu'elle a une personnalité juridique. Mais la question ne s'arrête pas là. La question va jusqu'à savoir à quel moment cette personne physique-là acquiert la personnalité juridique, ou à quel moment la loi lui reconnaît la personnalité juridique. À quel moment la loi reconnaît à une personne physique la personnalité juridique. Donc à quel moment on est sujet de droit, à quel moment vous et moi sommes sujets de droit. C'est ce qui nous emmène à étudier donc le commencement de la personnalité juridique. Alors, nous devons noter que parler du commencement de la personnalité juridique fait appel à un principe et à une exception, puisqu'il y a deux théories qui s'opposent. Et cela nous conduit à évoquer tout d'abord, comme certains grands doctrinaires que je viens de citer, l'exception avant le principe. L'exception du principe.
certaines personnes pourraient parler du principe avant l'exception, mais moi je parle de l'exception avant le principe en suivant l'article selon lequel 300 à 180e jour, inclusivement avant la naissance, 180e jour, 300e jour, inclusivement avant la naissance. Article 330. Alors nous allons donc parler de l'exception avant de parler du principe. Et vous devez savoir qu'en France, il n'y a pas d'exception quant à l'acquisition de la personne, quant au moment de l'acquisition de la personnalité juridique. Il n'y a pas d'exception en France, en droit français, quant au commencement de la personnalité juridique. Mais une question se pose. À quel moment commence la vie? Puisque dans le principe, nous allons noter que la personnalité juridique s'acquiert avec la naissance. Mais en France, l'exception est que la personnalité juridique, on peut l'acquérir avant la naissance. Mais le droit français n'admet pas une exception quant à l'acquisition de la personnalité juridique. Et cela nous conduit à nous dire que là n'est pas la question. La question est de savoir à quel moment commence la vie. Alors, sur ce, il y a une maxime qui répond à cette question, maxime latine, héritée du droit romain, nullum crimen nulla poena infans conceptus, excusez, infans conceptus pronato habetur quoties de commodis eus agitur, l'enfant conçu est réputé né toutes les fois qu'il y a un intérêt. Infans conceptus pronato habetur quoties de commodis eus agitur. Je vais peut-être vite, mais lorsque vous allez vous procurer de ces ouvrages dont je vous ai parlé en amont, vous aurez l'intégralité de l'adage latin. Infans conceptus, l'enfant conçu, infans conceptus, pronato habetur quoties, et commodis eus agitur. Pour les non-latinos, ils pourront le lire infans conceptus, pronato habetur quoties, de commodis ejus agitur. Infans conceptus pronato habetur quoties de commodis. Voilà. Ou vous pouvez arrêter juste par infans conceptus. Et si on s'en tient à cet adage infans conceptus, on dirait alors que l'enfant conçu au moment de la succession, l'enfant conçu au moment de l'ouverture d'une succession peut succéder. Si on s'en tient à cet adage, infans conceptus, pronato habetur quoties de commodis eus agitur, on dirait que l'enfant conçu, au moment de l'ouverture de la succession, peut succéder. Pourquoi? Mais parce qu'on lui a reconnu la personnalité juridique, mais au stade de la conception. C'est une forme, on a fait rétroagir l'acquisition de la personnalité juridique au stade de la conception. Voilà pourquoi on dit de ça exceptionnel. C'est une exception. On reconnaît exceptionnellement la personnalité juridique de l'enfant au stade de la conception, que ce soit un embryon ou un fœtus, au stade de la conception. Pourquoi? Mais parce qu'il y a un intérêt pour cet enfant. Ce peut être une succession, ce peut être une donation ou un legs. Infans conceptus pronato habetur quoties de commodis eus agitur. L'enfant conçu est réputé né toutes les fois qu'il y a un intérêt. Donc toutes les fois qu'il y a un intérêt pour cet enfant-là, cet enfant est réputé né. Et il faut noter que ce n'est qu'un droit de simple expertative. Puisque, en principe, cet enfant-là, même pour succéder, il faudrait qu'il naisse. On lui a reconnu la personnalité juridique exceptionnellement, oui, c'est bien beau, parce qu'il y a un intérêt. Mais parce qu'il y a un intérêt, donc la succession. Mais pour qu'il puisse succéder réellement, il faudrait que, lorsqu'il va naître, qu'il naisse vivant et viable,
Sinon, s'il ne naît ni vivant ni viable, on va ouvrir la succession. On va rouvrir la succession. Et ce n'est pas seulement cet adage latin qui soutient, sinon qui explique ce pourquoi on doit reconnaître à un enfant au stade de la conception la personnalité juridique. Mais nous avons aussi l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme du citoyen qui dit que la loi garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie. Et la loi garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie. Et suivant la théorie de l'Église catholique, et si aujourd'hui on parle de conception, si on parle d'acquisition de la personnalité juridique à la conception, c'est la doctrine catholique. Et suivant la doctrine catholique, la vie commence au stade de la conception. Dès lors qu'il y a fécondation, pour l'Église catholique, la vie commence. Voilà pourquoi l'Église catholique interdit l'avortement. L'Église catholique interdit l'avortement. Pourquoi? Parce que le fait d'avorter, selon l'Église catholique, est un crime. On vient de ôter la vie à quelqu'un et le droit subjectif reconnaît, le droit objectif reconnaît à une personne comme droit subjectif le droit à la vie. Donc pour l'Église catholique, la vie commence au stade de la conception. Le fait d'avorter est un crime. Mais pour le droit pénal, l'avortement n'est plus un crime, l'avortement est passé de crime à un délit. Et pour comprendre ce passage de crime à délit, quant à l'avortement, il faudrait que nous puissions étudier ou parler du statut juridique de l'enfant conçu. Donc, si l'article 16 dispose que la loi garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie, et puisque nous nous sommes posé la question de savoir à quel moment commence la vie, l'Église catholique qui soutient cette exception au principe d'acquisition de la personnalité juridique pense que la vie commence au stade de la conception avec la fécondation. Et c'est donc ce qui permet d'affirmer que l'embryon est du genre humain. Un embryon est du genre humain, il n'est ni chose, ni animal. Ça nous permet d'affirmer qu'un embryon est du genre humain, puisqu'au stade de la vie, comme pense l'article 16, et comme pense l'Église catholique, on est embryon, fœtus. Dès lors qu'il y a un fœtus ou un embryon, la vie a commencé selon l'article 16 et selon l'Église catholique. Et cela nous permet donc de dire qu'un embryon est du genre humain. Il n'est ni objet ni animal. Alors, au regard de cela, au regard de tout cela, on pourrait penser que la personnalité juridique s'acquiert avant la naissance. On pourrait penser que la personnalité juridique s'acquiert avant la naissance. Donc, avant la naissance, on a déjà des droits. On est sujet de droit, on est titulaire des droits. Mais on a aussi des devoirs et des obligations. Alors, si on pense comme ça, on peut se poser la question de savoir quelles sont donc les obligations et les devoirs du fœtus et de l'embryon. Et puisqu'il est rattaché à sa mère, si on pourrait penser qu'un fœtus et un embryon, ou un embryon a des obligations et des devoirs, à mon avis, ces obligations et ces devoirs, à mon avis plutôt, il a des obligations et des devoirs à l'encontre de sa mère, puisqu'il est une fausse macrovitrice, un morceau des entrailles de sa mère, selon la prononciation de tout un chacun de l'adage latin. Donc, si on s'en tient à cette théorie suivant laquelle
le respect de la personne, le respect de l'être humain commence dès le commencement de la vie. La loi garantit le respect de l'être humain dès le commencement de la vie. Au stade de la conception, le fœtus ou l'embryon vit, il a la personnalité juridique. Donc, on acquiert la personnalité juridique avant la naissance. Et c'est même cependant, c'est même ce qui a fait à ce que, en matière pénale, la Cour de cassation puisse, affirmer dans un arrêt du 22 juin 2001 que par le fait d'entraîner la mort d'un fœtus, donc le fait d'entraîner la mort d'un fœtus n'est pas un homicide involontaire. Donc, cet arrêt de la Cour de cassation du 22 juin 2001 considère que le fait d'entraîner la mort d'un fœtus n'est pas un homicide involontaire. Et si ce n'est pas un homicide involontaire, c'est donc un homicide volontaire. Le fait d'entraîner la mort d'un fœtus n'est pas un homicide involontaire. Ce n'est pas involontairement qu'on l'a fait, mais c'est volontairement. Alors, donc, si on s'en tient à cette exception, on dirait que l'on acquiert la personnalité juridique exceptionnellement au stade de la conception. Et c'est une théorie de l'Église catholique, puisque l'Église catholique pense que la vie commence au stade de la conception. Mais en droit français, il n'y a pas d'exception quant à la question de la personnalité juridique. Voilà pourquoi j'ai dit que la question ne se posait pas là. La question se posait au point où, à quel moment commence la vie? Et l'Église catholique, répondant à cela, nous dit que la vie commence au stade de la conception. Et si on ne reconnaît la personnalité juridique qu'à une personne vivante, qu'à une personne qui vit, donc, exceptionnellement, on peut reconnaître la personnalité juridique au stade de la conception à un embryon et à un fœtus, mais à une seule condition, qu'il puisse y avoir un intérêt pour ce fœtus ou pour cet embryon-là. C'est tout le sens de l'adage infans conceptus pro nato abetur quoties de commodis eus agitur, l'enfant conçu est réputé né, toutes les fois qu'il y a un intérêt. Mais en principe, on ne peut reconnaître la personnalité juridique qu'à un enfant né. Qu'à un enfant né, c'est-à-dire celui qui est sorti des entrailles de sa mère et qui n'est plus dans les entrailles de sa mère. Mais à cela, il y a plusieurs conditions aussi qui s'ajoutent. Il faudrait, la naissance simple ne suffit pas, mais il faudrait que cet enfant naisse vivant et viable. Les choses deviennent compliquées et les choses commencent à se corser. De l'autre côté, on nous a dit qu'on peut reconnaître la personnalité juridique au stade de la conception. C'est une théorie soutenue par l'Église catholique, mais pourvu qu'il y ait un intérêt. On fait rétroagir la question de la personnalité juridique au stade de la conception, et cela n'est qu'un droit de simple expertative. Et de ce côté-ci, on nous dit qu'il faut naître pour acquérir la personnalité juridique pour que la loi te reconnaisse, pour que la loi puisse te reconnaître personnalité juridique. Mais encore, la naissance simple ne suffit pas. Il faut naître vivant et viable. Que veut dire vivant? Que veut dire viable? Mais vivant veut simplement dire il faut respirer. La respiration post-natale. Le vivant est caractérisé par... Le vivant est déterminé par la respiration post-natale. Lorsque l'on respire, on est vivant. Mais vivant simple ne suffit pas. Il faut que ce vivant-là se joigne au viable pour que la loi te reconnaisse la personnalité juridique. Là, nous sommes dans le principe, puisque en droit, un principe est toujours assorti d'une exception, mais pas forcément, puisque
En droit international public, par exemple, le jus cogens n'a pas d'exception. Alors, vivant et viable, vivant respiration postnatale, et viable, il faut avoir tous les organes te permettant de vivre indépendamment de ta mère. Puisque lorsque tu étais dans les entrailles de ta mère, tu dis, il me fasse ma trop vitrice, un morceau des entrailles de ta mère. Tu vivais par l'aide de ta mère, par le biais du cordon ombilical. Et lorsque tu sors des entrailles de ta mère, tous les liens par le biais du cordon ombilical sont coupés. Il faudrait que tu sois en mesure de vivre indépendamment de celle-là. Et tous les organes, tu dois les avoir. Un enfant né sans cerveau n'est pas viable. Par exemple, il est voué à la mort. Un enfant né sans cœur n'est pas viable, il est voué à la mort. Et il y a 5 organes qui déterminent la viabilité. Mais à cela, l'Organisation mondiale de la santé a ajouté 2 éléments, a ajouté le poids et les semaines, 22 semaines d'aménorrhée, ainsi que les poids. Donc il faut naître vivant, respirer et viable, avoir tous les éléments te permettant de vivre indépendamment de ta mère pour que la loi te reconnaisse la personnalité juridique. Mais à cela, une autre question se pose, celle de savoir est-ce que on peut reconnaître la personnalité juridique à un enfant né mort ou à un enfant mort-né. Cette question peut vous embrouiller, peut vous sembler être difficile, mais en fait, elle est très simple, puisque nous sommes juste en train de jouer avec les mots né-mort et mort-né. Et nous allons le constater maintenant lorsque nous allons décortiquer ces mots, né-mort et mort-né. Qu'est-ce que l'on entend par né-mort? Déjà, nous connaissons donc à quel moment on acquiert la personnalité juridique. En principe, il faut naître vivant et viable, exceptionnellement au stade de la conception, pourvu qu'il y ait un intérêt. Mais est-ce qu'un enfant né mort, on peut lui reconnaître la personnalité juridique? Né mort. Que cela veut dire? Cela veut tout simplement dire qu'il est né, après il est mort. Et on peut ou ne pas reconnaître la personnalité juridique à cet enfant. Pourquoi je le dis? Parce que cet enfant qui est né et mort est né peut-être vivant et viable. Et dès lors qu'il est né vivant et viable, la loi aussitôt a reconnu à cet enfant la personnalité juridique. On peut établir un acte d'état civil, donc l'acte de naissance, qui est une preuve pour cet enfant qui est né vivant et viable. Mais après quelques heures, ou après quelques minutes, ou après quelques jours, ou après quelques semaines, cet enfant a rendu l'âme, il est mort. Donc, tout le petit temps que cet enfant a vécu, étant vivant et viable, avait la personnalité juridique, il avait des droits, il avait des devoirs et des obligations. Bien qu'il était incapable, il avait l'incapacité de jouissance et peut-être d'exercice. Ça, c'est une autre notion d'incapacité. Voyez, né mort, on peut lui reconnaître, on peut reconnaître à un enfant né mort la personnalité juridique. Pourvu que tout le petit temps qu'il aurait vécu, qu'il ait été vivant et viable. Mais on peut aussi ne pas reconnaître la personnalité juridique à un enfant né mort. Pourquoi? Parce qu'il se peut que cet enfant qui est né à 12 heures et qui est mort à 16 heures du lendemain n'était pas viable, mais il était vivant. Donc la loi ne lui a pas reconnu la personnalité juridique parce qu'on savait qu'il était voué à la mort. En revanche, un enfant mort-né, on ne peut pas lui reconnaître la personnalité juridique parce qu'il est sorti des entrailles de sa mère étant déjà mort. Il est sorti des entrailles de sa mère étant mort. Il se peut que c'est été un homicide involontaire ou qu'il
soit déjà mort depuis les entrailles de sa mère, mais qu'à cela ne tienne, il était déjà né mort. Il était déjà mort-né. C'est un mort-né. On ne peut pas lui reconnaître la personnalité juridique. Voilà l'une des questions qui se posent. Et une autre question se pose, celle de savoir, est-ce qu'un démon, comme on dit en droit pénal, un fou, comme on dit dans le langage courant, a une personnalité juridique? Mais le fou a tous les droits. Puisqu'il est né vivant et viable, la loi lui a reconnu la personnalité juridique, il a tous les droits, il a des devoirs et des obligations, mais il est dans l'incapacité d'exercer et de jouir de ses droits. Et nous allons consacrer une autre vidéo à l'occasion de laquelle nous parlerons de la notion, ou nous évoquerons la notion d'incapacité, de jouissance et d'exercice. Voyez-vous donc, nous avons élagué la première partie. À quel moment acquiert-on la personnalité juridique? Exceptionnellement, au stade de la conception, on fait rétroagir l'acquisition de la personnalité juridique au stade de la conception, pourvu qu'il y ait un intérêt pour cet enfant-là. Impons conceptus, pronato abetur quoties et commodis eus agitur. Pour ce faire, je lance un message aux étudiants en droit. Mon message est le suivant. Si vous voulez bien maîtriser la science juridique ou comprendre certaines notions de droit, il ne faut pas vous attarder à traiter des dissertations en droit, mais il faut plutôt traiter des consultations juridiques, des cas pratiques, des décisions de justice et des commentaires d'arrêt. Pour les privatistes et pour les publicistes, traiter des commentaires de textes, des commentaires d'articles. Pourquoi je le dis? Parce que la dissertation est un exercice vague qui peut faire appel à plusieurs domaines et à plusieurs notions. Par contre, un cas pratique est un exercice purement juridique. On attend de toi le raisonnement juridique. C'était une parenthèse que j'ai ouverte. Alors, comme toute chose a toujours un début et une fin, la personnalité juridique aussi a un début et une fin. Si on acquiert la personnalité juridique au stade de la naissance, une naissance vivante et viable, et exceptionnellement au stade de la conception, caractérisée par un intérêt, on perd la personnalité juridique au stade de la mort. Et seule la mort met donc un terme à la personnalité juridique. Seule la mort met donc un terme à la personnalité juridique. Et pour ce faire, un acte de décès est dressé par l'officier de l'état civil, voire article 78 du Code civil. Seule la mort met un terme à la personnalité juridique. Et la personnalité juridique et la mort plutôt fait appel à un acte de décès qui est établi par l'officier de l'état civil. C'est comme la naissance. Lorsqu'on est, on nous établit un acte d'état civil, l'acte de naissance, et lorsqu'on meurt, il est établi l'acte de décès, voire article 78 du Code civil. Donc, la mort seule met terme à la personnalité juridique. Pourquoi? Parce qu'il n'existe plus de mort civile. La mort civile, autrefois, qui mettait un terme à la personnalité juridique, tu avais la personnalité juridique, mais on pouvait te la retirer. C'est ce qu'on appelait par la mort civile, qui a été abolie pas beaucoup d'années après avoir aboli la traite négrière par un décret, le décret Schwelcher, 1884.
Seule la mort, donc, marque la fin de la personnalité juridique. Pourquoi? Parce qu'il n'existe plus de mort civile et parce qu'il n'existe pratiquement plus d'esclavage, même si on pratique, cela est faux, puisque la pratique et la théorie sont toujours deux paires de manches bien différentes. Mais la mort seule, la mort d'abord, elle est marquée par l'arrêt vital et cardiaque. Mais la mort seule ne met pas un terme à la personnalité juridique. La mort est un principe et il y a une exception. L'exception est qu'on peut perdre la personnalité juridique au stade lorsqu'on est absent ou lorsqu'on disparaît. C'est donc ce qui nous emmène à parler de l'absence et de la disparition prolongée. Il faut toujours ajouter prolongée, parce que ce n'est pas à la seconde près, lorsqu'on constate une absence, qu'il y a une déclaration d'absence. Et l'absence et la disparition n'entraînent pas de mêmes conséquences juridiques. Pourquoi je le dis? Parce qu'il faut distinguer la présomption d'absence, la déclaration d'absence et la disparition. Présomption d'absence, déclaration d'absence et disparition sont trois notions bien différentes. Présomption d'absence, déclaration d'absence et disparition. L'article 112 du Code civil, dans l'article 112 du Code civil, nous allons voir que le juge des tutelles peut constater qu'il y a présomption d'absence. C'est le juge des tutelles qui constate qu'il y a présomption d'absence, mais par la demande d'un membre de la famille ou d'un tiers. Mais qu'est-ce que réellement la présomption d'absence? La présomption d'absence n'est qu'une gestion. La présomption d'absence, c'est la gestion de l'absence en supposant que l'absent est toujours en vie. Puisque lorsque le juge, selon ce que l'article 112 du Code civil dispose, puisque lorsque le juge des tutelles constate qu'il y a présomption d'absence, il va nommer quelqu'un qui va assurer la charge, sinon la garantie des biens laissés par le présumé absent. Et donc, c'est ce qui fait en sorte qu'on puisse dire de la présomption d'absence qu'elle suppose que l'absent est toujours en vie. Il y a un pari sur la vie et la mort. Il se peut qu'il revienne un an après. Il se peut qu'il revienne 2 ans après. Puisque ce dernier qui est absent n'a pas donné de ses nouvelles. Mais il se peut qu'il revienne. Par contre, la déclaration d'absence, si on s'en tient toujours à l'article 112 du Code civil, l'article 112 du Code civil nous fait savoir que 10 ans après la présomption d'absence, 10 ans après que la personne ait été présumée absente, 10 ans après, nous sommes dans le droit français. Dans le droit congolais, c'est 5 ans après. Dans le droit français, c'est 10 ans après. 10 ans après que la personne ait été présumée absente ou 20 ans après qu'elle ait cessé de paraître. Quand on parle de 20 ans, nous sommes avec la disparition. Et quand je parle de 10 ans, nous sommes avec l'absence. Donc quand je parle de paraître, c'est la disparition. Et quand je parle de absent, c'est l'absence. 10 ans pour l'absence et 20 ans pour la disparition. Donc 10 ans après que la personne ait été présumée absente, ou 20 ans après que la personne ait cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence, au lieu de son domicile ou de sa résidence, sans que l'on ait eu de nouvelles, depuis, elle peut être déclarée absente par le TGI.
Donc, la déclaration d'absence se fait 10 ans après que la personne ait été présumée absente et 20 ans après qu'elle ait cessé de paraître au lieu de son domicile ou de sa résidence. Le juge du tribunal de grande instance peut déclarer l'absence. Et quand il déclare l'absence, le mariage est dissous. Le mariage est dissous et toutes les conséquences juridiques s'ensuivent. Le mariage est dissous pour éviter des cas de bigamie. Mais lorsque cette personne-là va revenir, elle va prendre ses biens qu'elle aurait laissés, mais le mariage reste toujours dissous. Et face à cela, dans certaines circonstances particulières, on pourrait dire que l'absence s'analysera en une disparition. L'absence s'analyse en une disparition. Nous sommes à l'article 88, toujours du Code civil. L'absence est différente de la disparition en ce sens que lorsqu'on est absent, il y a un pari sur la vie et la mort. On peut se dire que la personne est encore vivante. Je vais vous donner un exemple d'absence. Je suis sorti de chez moi sans donner de mes nouvelles. Je suis allé et je ne reviens plus jamais. On ne me voit plus jamais. Il y a présomption d'absence. Une présomption d'absence. Le juge va diligenter une enquête pour me chercher. Il y a quelqu'un qui sera nommé pour gérer tous mes biens, tout consort. Et si je reviens avant que le juge puisse déclarer l'absence, je prends tout et ma femme. Mais 10 ans après et 20 ans après, comme ce que nous avons dit selon l'article 112 du Code civil, l'absence est déclarée. L'absence est déclarée. Et quand l'absence est déclarée, le mariage est dissous. Et quand le mariage est dissous, si je reviens, je viens prendre ma femme. Mais pour prendre cette femme, il faudrait que cette dernière ne soit pas encore mariée. Et là encore, il faudrait que je puisse encore baratiner cette dernière. Puisque le mariage est dissous, elle n'est plus ma femme, elle peut se marier à n'importe qui. Puisque moi, je suis considéré comme un décujus. Un décujus ou un décujus, un mort. Par contre, la disparition, je vous prends un exemple. Je prends un train de Nantes, pour aller à Caen, et il y a un déraillement, et le train tombe dans un ravin, et lorsque les secours viendront pour essayer de tirer les gens de la poussière et des débris, on ne me retrouve plus. Pourtant, j'étais passager dans ce train-là et on ne me retrouve plus. Là, il y a forte probabilité que je sois déjà un décujus, que je sois mort. Par contre, une absence, il y a un pari entre la mort et la vie. Donc, voyez-vous que la personnalité juridique commence avec la naissance, exceptionnellement avec la conception, prend fin avec la mort, exceptionnellement avec l'absence et la disparition. Et à partir de ce moment-là, la loi ne protège plus le cadavre. Mais qu'à cela ne tienne, il y a certaines prérogatives qui sont accordées aux décujus, lesquelles il est interdit de profaner la tombe, la profanation de la tombe, la profanation du caveau, du décujus. Et sur ce, il y a un arrêt de la Cour de cassation, l'arrêt sur les jeunes Italiens qui ont déterré un cadavre, qui ont écarté les pieds de ce cadavre quelques jours après qu'il soit enterré et qui ont commencé à photographier le cadavre. Voyez, la personne, elle est morte,
la personnalité juridique s'arrête là. Mais au-delà de cela, la loi protège le décujus, le respect des morts, le respect du caveau, le respect de la sépulture, le respect des dernières volontés du décujus. Si le décujus, je suis en train de prononcer décujus en français, si le décujus avait laissé comme dernière volonté que sa parcelle ou sa villa qui se trouve à Villeneuve-Saint-Georges ou à Montparnasse ou à Pierrefitte-sur-Seine doit être donnée à son premier fils, il faut le respecter. Le respect des dernières volontés du décujus. Si le défunt de son vivant avait dit que lui, lorsqu'il mourait, il faut l'enterrer dans son village natal, il faut le faire. Voilà, donc c'est sur ce point que s'achève cette vidéo qui a été consacrée à la personnalité juridique des personnes physiques et non des personnes morales. Personnalité juridique qui commence au stade de la naissance, exceptionnellement à la conception, pourvu qu'il y ait un intérêt, infans conceptus pro nato habetur cuties decomodis eus agitur, qui prend fin avec la mort, exceptionnellement avec l'absence et la disparition, mais au-delà de cela, la loi continue à protéger le défunt par le respect du caveau qu'elle exige aux personnes restantes, la profanation de la sépulture, de la tombe, les dernières volontés du décujus. Merci pour ce que vous avez disposé de votre temps pour suivre cette vidéo. Nous sommes encore au début de cette notion personne physique et personnalité juridique. Je pense que nous allons nous retrouver très bientôt dans d'autres vidéos pour continuer avec certains points que nous n'avons pas abordés à l'occasion de cette vidéo. Merci.